des profondes amours et du destin amer, et vous serez alors la sève dans les tiges, la rose du rosier et le sel de la mer. D'autres iront blessés de désirs et de rêves, et leurs gestes feront de la douleur dans l'air. Mais vous ne saurez pas que le matin se lève, qu'il faut revivre encore, qu'il fait jour, qu'il fait clair. Ils iront retenant leur âme qui chancelle, et trébuchant ainsi qu'un homme pris de vin, et vous serez alors dans ma nuit éternelle, dans ma calme maison, dans mon jardin divin. Lecture du livre de la méditation et de la vie de Krishnamurti. La connaissance de soi passe par l'action. Sans la connaissance de soi, l'expérience engendre l'illusion. Avec la connaissance de soi, l'expérience, qui est la réponse face à un défi, ne laisse pas derrière elle ces sédiments accumulés que sont les souvenirs. La connaissance de soi est la découverte, d'instant en instant, du mécanisme de l'ego, de ses intentions et de ses visées, de ses pensées et de ses appétits. Jamais il ne peut y avoir d'un côté votre expérience et de l'autre mon expérience. L'expression même de mon expérience prouve l'ignorance et l'acceptation de l'illusion. Un esprit libre de toute entrave. Se transformer soi-même, c'est transformer le monde, parce que le moi est à la fois le produit et une partie intégrante du processus total de l'existence humaine. Pour se transformer, la connaissance de soi est essentielle. Si vous ne vous connaissez pas, votre pensée n'a pas de base. Il faut se connaître tel que l'on est, et non tel que l'on désire être. L'on ne peut transformer que ce qui est, tandis que ce que l'on voudrait être n'est qu'un idéal, une fiction, une irréalité. Mais se connaître tel que l'on est exige une extraordinaire rapidité de pensée, car ce qui est subit de perpétuels changements, et si l'esprit veut adhérer à cette course,
Il ne doit évidemment pas commencer par s'attacher, par se fixer à un dogme ou à une croyance. Pour vous connaître, il vous faut avoir l'agilité d'un esprit libéré de toutes les croyances, de toutes les idéalisations, lesquelles pervertissent la projection en projetant sur elle leur coloration particulière. Si vous voulez vous connaître tel que vous êtes, n'essayez pas d'imaginer ce que vous n'êtes pas. Si je suis avide, envieux et violent, mon idéal de non-violence aura bien peu de valeur. La compréhension déformée de ce que vous êtes, laid ou beau, malfaisant ou élément de désordre, est le commencement de la vertu. La vertu est essentielle, car elle confère la liberté. La créativité passe par la connaissance de soi. Il n'y a donc pas de méthode pour se connaître soi-même. La recherche d'une méthode implique invariablement le désir d'aboutir à un certain résultat. C'est cela que nous voulons tous. Nous nous soumettons à l'autorité d'une personne, d'un système ou d'une idéologie. Nous désirons obtenir un résultat qui nous fasse plaisir et qui nous apporte la sécurité. En vérité, nous ne voulons pas nous connaître, comprendre nos impulsions, nos réactions, tout le processus conscient et inconscient de notre pensée. Nous préférons adopter un système qui nous garantisse un résultat. Cette poursuite est invariablement engendrée par notre désir de trouver une sécurité, une certitude, et le résultat n'est évidemment pas la connaissance de soi. Une méthode implique l'autorité d'un sage, d'un gourou, d'un sauveur, d'un maître, qui se porte garant de la satisfaction de nos attentes. Mais cette voie n'est pas celle de la connaissance de soi. L'autorité, au contraire, nous empêche de nous connaître. Sous l'égide d'un guide spirituel, nous pouvons éprouver temporairement un sens de sécurité et de bien-être, mais qui n'est pas la connaissance du processus total de nous-mêmes. L'autorité, de par sa nature, nous empêche d'être lucides quant à notre être intérieur et détruit de ce fait la liberté en dehors de laquelle il n'y a pas de création. L'état créateur n'existe qu'en la connaissance de soi. Un esprit silencieux et simple. Lorsque nous avons conscience de ce que nous sommes, tout le mouvement de la vie n'est-il pas une voie vers la découverte du moi, de l'ego, de notre être profond. L'ego est un processus très complexe qui ne peut se découvrir que dans les rapports de relation, dans nos activités quotidiennes, notre façon de nous exprimer, de juger, de calculer, de condamner les autres et nous-mêmes. Tout cela est révélateur de l'état conditionné de notre pensée. Il est donc important d'être conscient de tout ce processus, ne croyez-vous pas ? Ce n'est qu'en prenant conscience, seconde par seconde, de ce qui est vrai, qu'a lieu la découverte de cette réalité hors du temps, éternelle. Sans la connaissance de soi, l'éternel ne peut être. En l'absence de cette connaissance de nous-mêmes, l'éternel se réduit à un simple mot, à un symbole, une spéculation, un dogme, une croyance, une illusion dans laquelle l'esprit peut trouver une échappatoire. Mais si l'on commence à comprendre le « moi » dans toutes ses activités, jour après jour, alors grâce à cela, et sans qu'aucun effort soit nécessaire, survient l'indicible, l'intemporel, l'éternel. Mais l'intemporel n'est pas la récompense qui viendrait couronner la connaissance de soi. Ce qui est éternel ne peut faire l'objet d'aucune quête. L'esprit ne peut pas l'acquérir. Il survient lorsque l'esprit est silencieux et tranquille. Il ne peut l'être que s'il est simple, s'il a cessé d'emmagasiner, de condamner, de juger, de peser. Seul un esprit simple est apte à comprendre le réel, mais s'il est empli de mots, de connaissances, d'informations, il en est incapable. L'esprit qui analyse, qui calcule,
n'est pas un esprit simple. Minuit 18 sur Radio Campus. Vous pouvez laisser des suggestions de lecture pour cette émission et les futures émissions en visitant la page Facebook à l'adresse facebook.com/écho dans la nuit, ECHOSDANSLANUIT. Je vais à présent lire un extrait de la trilogie de Pan par Jean Giono. Littérature de 1930. Au matin, Panthurle a ouvert sa porte sur le monde délivré. C'est la vie, c'est la belle vie avec des gestes et des courses. Tout le bois, les bras en l'air, danse sur place une grande danse énervée. De larges navires d'ombre naviguent sur les collines. Le vol des nuages s'élance d'une rive du ciel à l'autre. Il passe dans le vent un corbeau, tout est perdu, roulé comme une feuille morte. Il a détaché Caroline. Ah, tout de suite, ça a semblé un jet de l'eau. Elle est partie en sautant. On aurait dit une vague de poils au-dessus de l'herbe. Elle est allée se planter des quatre pattes devant les cyprès. Elle l'a menacé un moment de ses cornes. Puis, elle est partie brusquement en sens inverse et l'herbe sifflait contre ses jambes. C'est peut-être ça qu'elle voulait dire, la mémèche. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est le printemps, oui, ça se voit. Quand même, il monte pour se rendre compte. Il n'y a personne chez la mamèche. La chambre est vide. Le matelas est roulé. On a rangé la table et les chaises contre le mur, comme si on était parti pour longtemps. Et sur la table, on a posé un drap tout neuf, plié dans ses 8 plis, posé là, bien en évidence. Un drap que Panthurle connaît bien. Le drap que toutes les vieilles femmes conservent neuf au fond de l'armoire parce qu'il est entendu que c'est dans celui-là qu'on les pliera à la fin. Panthurle revient au seuil et crie « Oh, ma mèche !» Comme ça, jusqu'à midi, il a cherché dans tout le village et il est entré dans toutes les maisons. Et il est allé voir dans les décombres de tous les murs tombés du dernier vent. Ma mèche! Oh, ma mèche! Puis il est revenu à la maison toujours vide et le drap neuf sur la table. Alors il se dit « Je vais aller voir sur le plateau. » Sur le plateau, on n'y va pas souvent et jamais volontiers. C'est une étendue toute plate, à perte de vue. C'est de l'herbe, et de l'herbe, et de l'herbe, sans un arbre. C'est plat. Quand on est debout là-dedans et qu'on marche,
on est seul à dépasser les arbres. Ça fait une drôle d'impression. Il semble qu'on est toujours désigné pour quelque chose. Ça commence aux dernières maisons du haut d'Aubignan et ça s'en va. En réalité, ça s'en va jusqu'à Blaine. À 42 km en tirant droit. Mais on n'est pas forcé de le savoir. Et ce que ça montre, d'habitude, ça n'indique pas que ça s'en aille vers une chose humaine. Ça montre au loin, là-bas, une barrière grise faite de la poussière qui marche devant le vent. Il n'y a rien sur le plateau, le vent seul. Et comme vent, celui qui s'est annoncé la nuit passée, ce vent chèvre, le printemps. Le voici là-haut, le voilà là-bas, sur l'herbe. Il est partout. Ma mèche! Ma mèche! Rien. Le vent vient voir ce que c'est, puis repart. Et maintenant, Penturle a la gorge raide d'avoir tant crié. Qu'est-ce qu'elle a eu comme ça, cette femme? Qui aurait dit ça, qu'elle parte aussi, celle-là? Il est revenu au village. C'est le soir. À la maison de la mamèche, le peu de jour qui reste éclaire le drap blanc sur la table. Penturle a tiré la porte. Puis, il est venu au rempart et il a bien regardé tout le pays jusqu'au fin fond. Le troupeau des collines, la longue ligne grise et plate qui est le rebord du plateau. Son œil est allé au bout de la droite et au bout de la gauche. Derrière lui, il y a Aubignan vide. Il a bien regardé le pays jusqu'au fin fond. Et il a dit à haute voix : « Voilà, maintenant je suis seul. » Minuit 26 sur Radio Campus, je vais à présent lire une nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam, ça faisait longtemps, extraite comme les précédentes nouvelles lues de Villiers de l'Isle-Adam dans le cadre de cette émission, du recueil Contes cruels, au pluriel. Le titre de cette nouvelle est La machine à gloire, à Monsieur Stéphane Mallarmé. Citation: Sic itur ad astra.
Quel chuchotement de toutes parts. Quelle animation, mêlée d'une sorte de contrainte sur les visages. De quoi s'agit-il? Il s'agit, d'une nouvelle sans pareille dans les annales récentes de l'humanité. Il s'agit de la prodigieuse invention du baron Bottom, de l'ingénieur Bathybius Bottom. La postérité se signera devant ce nom, déjà illustre de l'autre côté des mers, comme au nom du docteur Grave et de quelques autres inventeurs, véritables apôtres de l'utile. Qu'on juge si nous exagérons le tribut d'admiration, de stupeur et de gratitude qui lui est dû. Le rendement de sa machine, c'est la gloire. Elle produit de la gloire comme un rosier des roses. L'appareil de l'éminent physicien fabrique la gloire. Elle en fournit. Elle en fait naître d'une façon organique et inévitable. Elle vous en couvre. N'en voulut-on pas savoir, l'on veut s'enfuir, et cela vous poursuit. Bref, la machine Bottom est spécialement destinée à satisfaire ces personnes, de l'un ou l'autre sexe, dites auteurs dramatiques, qui, privés à leur naissance, par une fatalité inconcevable, de cette faculté, désormais insignifiante, que les derniers littérateurs s'obstinent encore à flétrir du nom de génie, sont néanmoins jalouses de s'offrir, contre espèce, les myrtes d'un Shakespeare, les acandes d'un Scribe, les palmes d'un Goethe et les lauriers d'un Molière. Quel homme, ce Bottom! Jugeons-en par l'analyse, par la froide analyse de son procédé, au double point de vue abstrait et concret. 3 questions se dressent a priori. Premièrement, qu'est-ce que la gloire? Deuxièmement, entre une machine, moyen physique, et la gloire, but intellectuel, peut-il être déterminé un point commun formant leur unité? Troisièmement, quel est ce moyen terme? Ces questions résolues, nous passerons à la description du mécanisme sublime qui les enveloppe d'une solution définitive. Commençons. Premièrement, qu'est-ce que la gloire? Si vous adressez pareille question à l'un de ces plaisantins faisant la parade sur quelques tréteaux de journal et versé dans l'art de tourner en dérision les traditions les plus sacrées, sans doute il vous répondra quelque chose comme ceci. Une machine à gloire, dites-vous? Au fait, il y a bien une machine à vapeur. Et la gloire elle-même est-elle autre chose qu'une vapeur légère? Qu'une sorte de fumée? Naturellement, vous tournerez le dos à ce misérable Janin, dont les paroles ne sont qu'un bruit de la langue contre la voûte palatale. Adressez-vous à un poète. Voici à peu près l'allocution qui s'échappera de son noble gosier. La gloire est le resplendissement d'un nom dans la mémoire des hommes. Pour se rendre compte de la nature de la gloire littéraire, il faut prendre un exemple. Ainsi, nous supposerons que 200 auditeurs sont assemblés dans une salle. Si vous prononcez par hasard devant eux le nom de Scribe, prenons celui-là, l'impression électrisante que leur causera ce nom peut d'avance être traduite par la série d'exclamations suivantes, car tout le monde actuel connaît son Scribe. Cerveau compliqué, génie séduisant, fécond dramaturge. Ah oui, l'auteur de L'honneur et l'argent, il a fait sourire nos pères. Scribe, peste, oh oh. Mais, sachant tourner le couplet profond sous un aspect riant, et voilà, en voilà un qui laissait dire, une plume autorisée celle-là, grand homme, il a gagné son peson d'or, et rompu aux ficelles des théâtres, etc. Bien. Si vous prononcez ensuite
le nom d'un de ses confrères de Milton par exemple, il y a lieu d'espérer que, premièrement, sur les 200 personnes, 198 n'auront certes jamais parcouru ni même feuilleté cet écrivain, et, deuxièmement, que le grand architecte de l'univers peut seul savoir de quelle façon les deux autres s'imagineront l'avoir lu, puisque, selon nous, il n'y a pas, sur le globe terraqué, plus d'100 individus par siècle, et encore, capables de lire quoi que ce soit, voire des étiquettes de pot à moutarde. Cependant, au nom de Milton, il s'éveillera dans l'entendement des auditeurs, à la minute même, l'inévitable arrière-pensée d'une œuvre beaucoup moins intéressante, au point de vue positif, que celle de Scribe. Mais cette réserve obscure sera néanmoins telle que, tout en accordant plus d'estime pratique à Scribe, l'idée de tout parallèle entre Milton et ce dernier semblera, d'instinct et malgré tout, comme l'idée d'un parallèle entre un sceptre et une paire de pantoufles. Quelque pauvre qu'ait été Milton, quelque argent qu'ait gagné Scribe, quelque inconnu que soit longtemps demeuré Milton, quelque universellement notoire que soit déjà Scribe. En un mot, l'impression que laissent les vers, même inconnus, de Milton, étant passés dans le nom même de leur auteur, ce sera ici, pour les auditeurs, comme s'ils avaient lu Milton. En effet, la littérature proprement dite, n'existant pas plus que l'espace pur, ce que l'on se rappelle d'un grand poète, c'est l'impression dite de sublimité qu'il nous a laissée. Paix, et à travers son œuvre, plutôt que l'œuvre elle-même. Et cette impression, sous le voile des langages humains, pénètre les traductions les plus vulgaires. Lorsque ce phénomène est formellement constaté à propos d'une œuvre, le résultat de la constatation s'appelle la gloire. Voilà ce qu'en résumé répondra notre poète. Nous pouvons l'affirmer d'avance, même au tiers état, ayant interrogé des gens qui se sont mis dans la poésie. Eh bien, nous n'hésiterons pas à répondre, nous, et pour conclure, que cette phraséologie, où perche une vanité monstrueuse, est aussi vide que le genre de gloire qu'elle préconise. L'impression, qu'est-ce que c'est que ça? Sommes-nous des dupes? Il s'agit d'examiner, avec une simplicité sincère et par nous-mêmes, ce qu'est la gloire. Nous voulons faire l'essai loyal de la gloire. Celle dont on vient de nous parler, personne, parmi les gens honorables et vraiment sérieux, ne se soucierait de l'acquérir, ni même de la supporter. Lui offrit-on d'être rétribué pour cela? Nous l'espérons du moins pour la société moderne. Nous vivons dans un siècle de progrès où, pour employer précisément l'expression d'un poète, le grand Boileau, un chat est un chat. En conséquence, et fort de l'expérience universelle du théâtre moderne, nous prétendons, nous, que la gloire se traduit par des signes et des manifestations sensibles pour tout le monde, et non par des discours creux, plus ou moins solennellement prononcés. Nous sommes de ceux qui n'oublient jamais que tonneau vide résonne toujours mieux que tonneau plein. Bref, nous constatons et affirmons, nous, que plus une œuvre dramatique secoue la torpeur publique, provoque d'enthousiasme, enlève d'applaudissements et fait de bruit autour d'elle,
Plus les lauriers et les myrtes l'environnent, plus elle fait répandre de larmes et pousser d'éclats de rire, plus elle exerce, pour ainsi dire, de force une action sur la foule, plus elle s'impose enfin, plus elle réunit par cela même les symptômes ordinaires du chef-d'œuvre et plus elle mérite par conséquent la gloire. Nier cela serait nier l'évidence. Il ne s'agit pas ici d'ergoter, mais de se baser sur des faits et des choses stables. Nous en appelons à la conscience du public, lequel, Dieu merci, ne se paye plus de mots ni de phrases. Et nous sommes sûrs qu'il est ici de notre avis. Cela posé, y a-t-il un accord possible entre les deux termes, en apparence incompatibles, de ce problème, de prime abord insoluble, une pure machine proposée comme moyen d'atteindre infailliblement un but purement intellectuel? Oui! L'humanité, il faut l'avouer, antérieurement à l'absolue découverte du baron, avait même déjà trouvé quelque chose d'approchant. Mais c'était un moyen terme à l'état rudimentaire et dérisoire. C'était l'enfance de l'art, le balbutiement. Ce moyen terme était ce qu'on appelle encore de nos jours, en termes de théâtre, la claque. En effet, la claque est une machine faite avec de l'humanité et, par conséquent, perfectible. Toute gloire a sa claque, c'est-à-dire son ombre, son côté de supercherie, de mécanisme et de néant, car le néant est l'origine de toute chose, que l'on pourrait nommer, en général, l'entre-gens, l'intrigue, le savoir-faire, la réclame. La claque théâtrale n'en est qu'une subdivision. Et lorsque l'illustre chef de service du théâtre de la Porte Saint-Martin, le jour d'une première représentation, a dit à son directeur inquiet « Tant qu'il restera dans la salle un de ces gredins de payants, je ne réponds de rien. » Il a prononcé des paroles véritablement immortelles, et sa phrase frappe comme un trait de lumière. Ô miracle, c'est sur la claque, c'est sur elle, disons-nous, et pas sur autre chose, que Bottom a puissamment abaissé son coup d'œil d'aigle. Car le véritable grand homme n'exclut rien. Il se sert de tout en dépassant le reste. Oui, le baron l'a régénéré, sinon innové, et il la fera enfin sanctionner pour nous couvrir de l'expression même des journaux. Qui donc, surtout, parmi le gros du public, a pénétré les mystères, les ressources infinies, les abîmes d'ingéniosité de ce Proté, de cette hydre, de ce Briarée qu'on appelle la claque. En effet, la claque est une machine faite avec de l'humanité et par conséquent perfectible. Il est des personnes qui, avec le sourire de la suffisance, pourront trouver à propos de nous, objecter que, premièrement, la claque dégoûte les auteurs. Deuxièmement, qu'elle ennuie le public. Troisièmement, qu'elle tombe en désuétude. Nous allons simplement leur prouver, à l'instant même, que si elles nous disent des choses pareilles, elles auront perdu une occasion de se taire qu'elles ne retrouveront peut-être jamais. Premièrement, un auteur dégoûté de la claque. D'abord, où est-il cet homme-là ? Comme si chaque auteur, le jour d'une première, ne renforçait pas encore la claque avec ses amis, autant qu'il le peut, en leur recommandant de soigner le succès. Ce à quoi les amis,
tout fiers de cette complicité, mon Dieu bien innocente, répondent invariablement en clignant de l'œil et en montrant leurs bonnes grosses mains franches, comptez sur nos battoirs. Deuxièmement, le public ennuyé de la claque. Oui, et de bien d'autres choses qu'il supporte cependant. N'est-il pas destiné au perpétuel ennui de tout et de lui-même? La preuve en est sa présence même au théâtre. Il n'est là que pour tâcher de se distraire le malheureux, et pour essayer de se fuir lui-même. De sorte que dire cela, c'est au fond ne rien dire. Qu'est-ce que cela fait à la claque que le public en soit ennuyé? Il la supporte, la stipendie et se persuade qu'elle est nécessaire, au moins pour les comédiens. Passons. Troisièmement, la claque est tombée en désuétude. Simple question. Quand donc fut-elle jamais plus florissante? Faut-il forcer le rire? Aux passages qui veulent être spirituels et qui vont faire long feu, on entend tout à coup, dans la salle, un petit susurrement d'un rire étouffé et contenu, comme celui qui contracte un diaphragme surchargé par l'ivresse d'une impression comique irrésistible. Ce petit bruit suffit parfois pour faire partir toute une salle. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et comme on ne veut pas avoir ri pour rien, ni s'être laissé entraîner par personne, on avoue que la pièce est drôle, et qu'on s'y est amusé, ce qui est tout. Le monsieur qui a fait ce bruit coûte à peine un Napoléon. La claque. S'agit-il de pousser jusqu'à l'ovation quelques murmures approbatifs échappés par malheur au public? Rome est toujours là. Il y a le waouh waouh. Le waouh waouh, c'est le bravo poussé au paroxysme. C'est un abréviatif arraché par l'enthousiasme, alors que transporté, ravi, le larynx oppressé, on ne peut plus prononcer le mot italien bravo, que le cri guttural wow wow. Cela commence tout doucement par le mot bravo lui-même, articulé vaguement par 2 ou 3 voix. Puis, cela s'enfle, devient bravo, puis grossit de tout le public trépignant et enlevé jusqu'au cri définitif de bravo, wow, 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 ce qui est presque l'aboiement. C'est là l'ovation. Coût, 3 pièces d'or, de la valeur de 20 francs chacune. Encore la claque. S'agit-il, dans une partie désespérée, de détourner le taureau et de distraire sa colère? Le monsieur au bouquet se présente. Voici ce que c'est. Au milieu d'une tirade fastidieuse que récite la jeune première, épouvantée du silence de mort qui règne dans la salle, un monsieur, parfaitement bien mis, le carreau de vitre à l'œil, se penche en avant d'une loge, jette un bouquet sur la scène, puis, les 2 mains étendues et longues, applaudit avec bruit et lenteur, sans se préoccuper du silence général, ni de la tirade qui l'interrompt. Cette manœuvre a pour but de compromettre l'honneur de la comédienne et de faire sourire le public toujours avide de l'égriard. Le public, en effet, cligne de l'œil. On indique la chose à son voisin en se prétendant au courant. On regarde alternativement le monsieur et l'actrice. On jouit de l'embarras de la jeune femme. Ensuite, la foule se retire, un peu consolée par l'incident de la stupidité de la pièce. Et l'on accourt de rechef au théâtre, dans l'espoir d'une confirmation de l'événement. Somme toute, demi-succès pour l'auteur. Coût, quelques 30 francs, non compris les fleurs. Toujours la claque. Et finirons-nous jamais, si nous voulions examiner toutes les ressources d'une claque bien organisée? Mentionnons, toutefois, pour les pièces dites corsées,
et les drames à émotion, les cris de femmes effrayées, les sanglots étouffés, les vraies larmes communicatives, les petits rires brusques et aussitôt contenus, du spectateur qui comprend après les autres, un écu de 6 livres, les grincements de tabatière aux généreuses profondeurs, desquelles l'homme ému a recours, les hurlements, suffocations, bis, rappels, larmes silencieuses, menaces, rappels avec hurlements en sus, marques d'approbation, opinion émise, couronne, principe, conviction, tendance morale, attaque d'épilepsie, accouchement, soufflet, suicide, bruit de discussion, l'art pour l'art, la forme et l'idée, etc., etc. Arrêtons-nous. Le spectateur finirait par s'imaginer qu'il fait lui-même partie de la claque, à son insu, ce qui est d'ailleurs l'absolue et incontestable vérité. Mais il est bon de laisser un doute en son esprit à cet égard. Le dernier mot de l'art est proféré lorsque la claque en personne crie « Ah bah la claque !» puis finit par avoir l'air d'être entraînée elle-même et applaudie à la fin de la pièce, comme s'il était le public réel et comme si les rôles étaient intervertis. C'est elle alors qui tempère les exaltations trop fougueuses et fait des restrictions. Statue vivante, assise en pleine lumière, au milieu du public, la claque est la constatation officielle, le symbole avoué de l'incapacité où se trouve la foule de discerner par elle-même la valeur de ce qu'elle entend. Bref, la claque est à la gloire dramatique ce que les pleureuses étaient à la douleur. Maintenant, c'est le cas de s'écrier avec le magicien des 1001 nuits. Qui veut changer les vieilles lampes pour des neuves ? Il s'agissait de trouver une machine qui fût à la claque ce que le chemin de fer est au coche et préservât la gloire dramatique de ces conditions de versatilité et d'aléas dont elle relève quelquefois. Il s'agissait d'abord de remplacer les côtés imparfaits, éventuels, hasardeux de la claque simplement humaine et de les perfectionner par l'absolue certitude du pur mécanisme. Ensuite, et c'était ici la grosse difficulté, de découvrir, en l'y réveillant à coup sûr, dans l'âme publique le sentiment grâce auquel les manifestations de gloire brute de la machine se trouveraient épousées, sanctionnées et ratifiées comme moralement valables par l'esprit même de la majorité. Là seulement était le moyen terme. Encore un coup, cela semblait impossible. Le baron Bottom n'a point reculé devant ce mot, qui devrait être une bonne fois rayé du dictionnaire, et désormais avec sa machine, l'acteur n'eut-il pas plus de mémoire qu'un lino, l'auteur fut-il l'hébétude en personne et le spectateur fut-il sourd comme un pot. Ce sera un véritable triomphe. À proprement parler, la machine, c'est la salle elle-même. Elle y est adaptée. Elle en fait partie constitutive. Elle y est répandue de telle sorte que toute œuvre, dramatique ou non, devient en y entrant un chef-d'œuvre. L'économie d'une salle telle qu'on la conçoit, d'après celle des théâtres actuels, est sensiblement modifiée. Le grand ingénieur traite à forfait, se charge de toutes les avances de transformation et défalque sur les droits des auteurs à 10% de rabais sur la claque ordinaire. Il y a brevets pris et sociétés en commandite établies à New York, à Barcelone et à Vienne. Le coût de la machine, pour son adaptation à une salle moyenne, n'est pas très dispendieux. Il n'y a que les premiers frais d'assez importants, l'entretien d'un appareil bien conditionné n'étant pas onéreux. Les détails mécaniques, les moyens employés sont simples, comme tout ce qui est vraiment beau. C'est la naïveté du génie. On croit rêver. On n'ose pas comprendre.
On en mord le bout de son index en baissant les yeux avec coquetterie. Ainsi, les petits amours dorés et roses des balcons, les cariatides des avant-scènes, etc., sont multipliés et sculptés presque partout. C'est à leur bouche précisément, orifices de phonographe, que sont placés les petits trous à soufflet qui, mus par l'électricité, profèrent soit des « Waouh, waouh », soit des cris, les « À la porte, la cabale », les rires, les sanglots, les bis, les discussions, principes, bruits de tabatière, etc. Et tous les bruits publics perfectionnés. Les principes surtout, dit Bottom, sont garantis. Ici, la machine se complique insensiblement et la conception devient de plus en plus profonde. Les tuyaux de gaz à lumière sont alternés d'autres tuyaux, ceux des gaz hilarants et d'acriphores. Les balcons sont machinés à l'intérieur. Ils renferment d'invisibles points en métal destinés à réveiller au besoin le public. Et nantis de bouquets et de couronnes. Brusquement, il jonche la scène de myrte et de laurier avec le nom de l'auteur écrit en lettres d'or. Sous chacun des sièges, fauteuils d'orchestre et de balcon, désormais adhérents au parquet, est repliée, pour ainsi dire postérieurement, une paire de mains très belles, en bois de chêne, construite d'après les planches de Desbarolles, sculptée à l'emporte-pièce et recouverte de gants en double cuir de veau paille pour compléter l'illusion. Il serait superflu d'en indiquer la fonction ici. Ces mains sont scrupuleusement modelées sur le fac-similé des patrons les plus célèbres, ainsi que la qualité des applaudissements en soit meilleure. Afin que la qualité des applaudissements en soit meilleure. Ainsi, les mains de Napoléon, de Marie-Louise, de Madame de Sévigné, de Shakespeare, de Duterrail, de Goethe, de Chaplin et du Dante, décalqués sur les dessins des premiers ouvrages de chiromancie, ont été choisis de préférence comme étalons et types généraux à confier aux tourneurs. Des bouts de canne, nerfs de bœuf et bois de fer, des talons en caoutchouc bouilli, ferrés de forts clous, sont dissimulés dans les pieds même de chaque siège. Mus par des ressorts à boudin, ils sont destinés à frapper, alternativement et rapidement, le plancher dans les ovations, rappels et trépignements. À la moindre interruption du courant électroaimant, la secousse mettra tout en branle avec un ensemble tel que jamais, de mémoire de claque, on n'aura rien entendu de pareil. Cela croulera d'applaudissements. Et la machine est si puissante qu'au besoin, elle pourra faire crouler littéralement la salle elle-même. L'auteur serait enseveli dans son triomphe, pareil au jeune Captal de Buch après l'assaut de Ravenne, et que pleurèrent toutes les femmes. C'est un tonnerre, une salve, une apothéose d'acclamations, de cris, de bravi, d'opinions, de waouh waouh, de bruits de tout genre, même inquiétants, de spasmes, de convictions, de trépidations, d'idées et de gloire éclatant de tous les côtés à la fois, aux passages les plus fastidieux ou les plus beaux de la pièce sans distinction. Il n'y a plus d'aléas possibles. Et il se passe alors ici le phénomène magnétique indéniable qui sanctionne ce tapage et lui donne la valeur absolue. Ce phénomène est la justification de la machine à gloire, qui sans lui serait presque une mystification. Le voici. C'est là le grand point, le trait hors ligne, l'éclair éblouissant et génial de l'invention de Bottom. Remémorons-nous avant tout, pour bien saisir l'idée de ce génie, que les particuliers n'aiment pas à fronder l'opinion publique. Le propre de chacune de leurs âmes est d'être convaincue,
quand même, de cet axiome dès le berceau. Cet homme réussit. Donc, en dépit des sots et des envieux, c'est un esprit glorieux et capable. Imitons-le, si nous le pouvons, et soyons de son côté, à tout hasard, ne fût-ce que pour n'avoir pas l'air d'un imbécile. Voilà le raisonnement caché, n'est-il pas vrai, dans l'atmosphère même de la salle. Maintenant, si la claque enfantine dont nous jouissons suffit aujourd'hui pour amener les résultats d'entraînement que nous avons signalés, que sera-ce avec la machine, étant donné ce sentiment général? Le public, les subissant déjà, tout en se cachant fort bien la dupe de cette machine humaine, la claque les éprouvera ici, d'autant mieux qu'ils lui seront inspirés cette fois par une vraie machine. L'esprit du siècle, ne l'oublions pas, est aux machines. Le spectateur, donc, si froid qu'il puisse être, en entendant ce qui se passe autour de lui, se laisse bien facilement enlever par l'enthousiasme général. C'est la force des choses. Bientôt, le voici qui applaudit à tout rompre et de confiance. Il se sent, comme toujours, de l'avis de la majorité. Et il ferait alors plus de bruit que la machine elle-même, s'il le pouvait, de crainte de se faire remarquer. De sorte, et voilà la solution du problème, un moyen physique réalisant un but intellectuel. Que le succès devient une réalité, que la gloire passe véritablement dans la salle, et que le côté illusoire de l'appareil bottom disparaît en se fusionnant positivement dans le resplendissement du vrai. Si la pièce était d'un simple agota ou de quelques cuistres tellement baveux que l'audition même d'une seule scène en fut impossible, pour parer à tout aléa, les applaudissements ne cesseraient pas du lever à la chute du rideau. Pas de résistance possible. Au besoin, des fauteuils seraient ménagés pour les poètes avérés et convaincus de génie, pour les récalcitrants en un mot, et la cabale. La pile, en envoyant son étincelle dans les bras des fauteuils suspects, ferait applaudir de force leurs habitants. L'on dirait, il paraît que c'est bien beau, puisque eux-mêmes sont obligés d'applaudir. Inutile d'ajouter que si cela faisait jamais, grâce à l'intempestive intervention, il faut tout prévoir, de quelques chefs d'État mal avisés, représentaient aussi leurs ouvrages sans coupure, collaborateurs éclairés, ni immixtion directoriale. La machine, par une rétroversion due à l'inépuisable et vraiment providentielle invention de Bottom, saurait venger les honnêtes gens. C'est-à-dire qu'au lieu de couvrir de gloire cette fois, elle huerait, braillerait, sifflerait, ruerait, coasserait, glapirait et conspuerait tellement la pièce qu'il serait impossible d'en distinguer un traître mot. Jamais, depuis la fameuse soirée du Tannhäuser à l'Opéra de Paris, on n'aurait entendu chose pareille. De cette façon, la bonne foi des personnes bien, et surtout de la bourgeoisie, ne serait pas surprise, comme il arrive, hélas, trop souvent. L'éveil serait donné tout de suite, comme jadis au Capitole, lors de l'attaque des Gaulois. 20 andréides, sortis des ateliers d'Edison, à figure digne, à sourire discret et entendu, la brochette choisie à la boutonnière, sont d'attache à la machine. En cas d'absence ou d'indisposition de leur modèle, on les distribuerait dans les loges, avec des attitudes de mépris profond qui donneraient le ton aux spectateurs. Si, par extraordinaire, ces derniers essayaient de se rebeller et de vouloir entendre,
Les automates crieraient « Au feu !» ce qui enlèverait la situation dans un meurtrier tohu-bohu d'étouffement et de clameurs réelles. La pièce ne s'en relèverait pas. Quant à la critique, il n'y a pas à s'en préoccuper. Lorsque l'œuvre dramatique serait écrite par des gens recommandables, par des personnes sérieuses et influentes, par des notabilités conséquentes et de poids, la critique, à part quelques purs insociables et dont les voix perdues dans le tumulte ne feraient que renforcer le vacarme, se trouverait toute conquise. Elle rivaliserait d'énergie avec l'appareil Bottom. D'ailleurs, les articles critiques, confectionnés à l'avance, sont aussi une dépendance de la machine. La rédaction en est simplifiée par un triage de tous les vieux clichés, rhabillés et revernis à neuf, qui sont lancés par des employés Bottom à l'instar du moulin à prière des Chinois, nos précurseurs en toutes choses du progrès. L'appareil Bottom réduit, à peu près de la même manière, la besogne de la critique. Il épargne ainsi bien des sueurs, bien des fautes de grammaire élémentaires, bien des coqs à l'âne et bien des phrases vides qu'emporte le vent. Les feuilletonistes, amateurs du tout farniente, pourront traiter avec le baron à son arrivée. Le secret le plus inviolable est assuré en cas d'un puéril amour-propre. Il y a prix fixe, marqué en chiffres connus, en tête des articles, s'étend par mot de plus de 3 caractères. Quand l'article est glorieux pour le signataire, la gloire se paye à part. Comme régularité de ligne, comme œil, comme logique stricte et comme mécanique filiation d'idées, ces articles ont, sur les articles faits à la main, la même et incontestable supériorité que, par exemple, les ouvrages d'une machine à coudre ont sur eux de l'ancienne aiguille. Il n'y a pas de comparaison. Que sont les forces d'un homme, aujourd'hui, devant celles d'une machine ? C'est surtout, après la chute du drame, d'un grand poète que les bienfaisants effets de ces articles Bottom seraient appréciables. Là serait, comme on dit, le coup de grâce. Comme choix et lessivage des plus décrépites, tortueuses, nauséabondes, calomnieuses et baveuses platitudes gloussées au sortir de l'égout natal, ces articles ne laisseraient vraiment plus rien à désirer au public. Ils sont tout prêts. Ils donnent l'illusion complète. On croirait d'une part lire des articles humains sur les grands hommes vivants, et d'autre part, qu'elle finit dans le venimeux, quelle quintessence d'abjection. Leur apparition sera certainement l'un des grands succès de ce siècle. Le baron en a soumis quelques spécimens à plusieurs de nos plus spirituels critiques. Ils en soupiraient et ont laissé tomber la plume d'admiration. Cela exsude, à chaque virgule, cette impression de quiétude qui émane par exemple de ce mot délicieux que, tout en s'éventant négligemment de son mouchoir de dentelle, le marquis de D, directeur de la Gazette du Roi, disait à Louis XIV « Sire, si l'on envoyait un bouillon au grand Corneille qui se meurt ». La chambre générale du grand clavier de la machine est installée sous l'excavation appelée au théâtre du trou du souffleur. Là se tient le préposé, lequel doit être un homme sûr, d'une honorabilité éprouvée et ayant l'extérieur digne d'un gardien de passage par exemple. Il a sous la main les interruptions et les commutateurs électriques, les régulateurs, les éprouvettes, les clés des tuyaux de gaz proto et bioxyde d'azote, effluves ammoniacaux et autres, les boutons de ressort des leviers, des bielles et des moufles. Le manomètre marque tant de pression, tant de kilogrammes d'immortalité. Le compteur additionne et l'auteur dramatique paye sa facture que lui présente quelques jeunes beautés, en grand costume de renommée et entourées d'une gloire de trompette. Celle-ci remet alors à l'auteur en souriant, au nom de la postérité, et aux lueurs d'un feu de Bengale olive, couleur de l'espérance, lui remet, disons-nous, à titre d'offrande, un buste ressemblant, garanti, nimbé et lauré, le tout en béton aggloméré, système Coignet,
Tout cela peut se faire à l'avance, avant la représentation. Si l'auteur tenait même à ce que sa gloire fût non seulement présente et future, mais fût même passée, le baron a tout prévu. La machine peut obtenir des résultats rétroactifs. En effet, des conduits de gaz hilarants, habilement distribués dans les cimetières de premier ordre, doivent chaque soir faire sourire, de force, les aïeux dans leurs tombeaux. Pour ce qui est du côté pratique et immédiat de l'invention, les devis ont été scrupuleusement dressés. Le prix de transformation du Grand Théâtre, à New York, en salle sérieuse, n'excède pas 15 000 $. Celui de La Haye, le baron en répondrait moyennant 16 000 crowns. Moscou et Saint-Pétersbourg seraient aptes moyennant 40 000 roubles environ. Les prix, pour les théâtres de Paris, ne sont pas encore fixés, Bottom voulant être sur les lieux pour bien s'en rendre compte. En somme, on peut affirmer désormais que l'énigme de la gloire dramatique moderne, telle que la conçoivent les gens de simple bon sens, vient d'être résolue. Elle est maintenant à leur portée. Ce sphinx a trouvé son Oedipe. « 1h09 sur Radio Campus, une belle nuit calme pour ce commencement de la semaine. J'espère que vous avez apprécié la lecture de la nouvelle La Machine à gloire de Villiers de l'Isle-Adam, un recueil de nouvelles qui date des années que je vérifie. Les années 30, je pense. Enfin bref, entre les deux guerres. Je pense. Et donc... mais dont l'analyse cynique des critiques et de la pensée unique en ce qui concerne l'appréciation de certains artistes peut être absolument transposée à aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite donc de très beaux rêves, de passer une bonne nuit, de commencer une semaine productive. Et je vous donne rendez-vous dimanche à minuit, comme d'habitude pour un nouvel épisode d'Écho dans la nuit.